Salut tout le monde et bienvenue dans cette présentation spécialement pensée pour vous. Aujourd'hui, on va faire un voyage absolument fascinant. Vous savez, quand on étudie la littérature au lycée, on a souvent l'impression que les courants littéraires tombent du ciel, un peu au hasard. Mais pas du tout. L'histoire de la littérature, ce n'est vraiment pas une suite d'accidents. C'est en fait une réaction en chaîne, ultra logique, qui est intimement connectée à l'histoire avec un grand H, aux sciences, à l'art, à la philo, bref, à notre façon de concevoir le monde. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner une vue d'ensemble bien claire pour que vous puissiez vous repérer super facilement. Alors on plonge directement dans le vif du sujet. Pour tout piger, imaginez simplement un balancier, ou un pendule géant si vous préférez. Quand une époque va beaucoup trop loin dans une direction, disons vers des règles hyper strictes ou une logique un peu trop froide, eh bien la génération suivante finit par étouffer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rebelle. Le balancier repart alors à toute vitesse dans la direction totalement opposée. C'est littéralement le moteur de toute l'histoire de l'art. Voici notre plan de route pour aujourd'hui. On commencera par chaos et ordre, puis raison et passion, ensuite miroir du réel, rêve et absurde, et on finira avec les identités modernes. C'est parti! Première grande étape de notre voyage, chaos et ordre. Pour bien comprendre un auteur, il faut toujours regarder par la fenêtre de son époque. Imaginez, on est à la fin du XVIe siècle, l'Europe est complètement déchirée par les guerres de religion. C'est le chaos total. Et pour couronner le tout, des savants comme Galilée prouvent que la Terre n'est même plus le centre de l'univers. Les gens perdent totalement leurs repères. Mais ensuite, au milieu du XVIIe siècle, changement de décor. Le roi Soleil, Louis XIV, prend le pouvoir absolu. Et là, il impose un ordre strict et total en politique comme dans les arts. En réaction directe au chaos des guerres et à ces nouvelles découvertes scientifiques vertigineuses, les artistes inventent le mouvement baroque. Ils créent des œuvres pleines d'illusions, de mouvements, d'émotions brutes. Pour eux, le monde est un théâtre totalement instable. Mais, boum, le balancier repart dans l'autre sens. Avec le pouvoir absolu de Louis XIV, c'est l'arrivée du classicisme. Fini le désordre. Les auteurs classiques comme Molière ou Racine veulent de l'ordre, de la logique et fixent des règles ultra strictes. On passe vraiment de l'excès du baroque à la mesure parfaite du classicisme. Allez, on avance. Deuxième partie, raison et passion. Historiquement, le XVIIIe siècle, c'est l'explosion des sciences. C'est aussi l'observation du modèle politique anglais qui prouve qu'un roi peut tout à fait partager le pouvoir. Les grands penseurs se disent qu'on doit réorganiser la société de façon logique, ce qui nous amène bien sûr à la Révolution française de 1789. Mais attention, la Révolution finit dans le sang, avec une instabilité politique énorme. Résultat, les jeunes du début du XIXe siècle se retrouvent complètement coincés dans un monde qui n'a plus aucun repère clair. Mais juste avant ce chaos, on était dans ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Et tout ce mouvement est parfaitement résumé par cette formule du philosophe Emmanuel Kant, sapere aude, ce qui veut dire « ose savoir ». En gros, les philosophes disaient aux gens « utilisez votre propre cerveau, arrêtez de suivre aveuglément le roi ou la religion. La raison, et seulement la raison, doit éclairer le monde. » Seulement voilà, comme on l'a vu, le balancier ne s'allège jamais. La belle logique des Lumières n'a malheureusement pas empêché la terreur ni les guerres. Donc, que fait la nouvelle génération? Elle se rebelle, évidemment. C'est la naissance du romantisme, avec des stars comme Victor Hugo. Ils envoient valser les règles strictes. Ils mettent le moi, l'individu, la liberté absolue et les passions dévorantes au centre de l'univers. La nature devient le miroir de leur propre mélancolie. C'est vraiment la grande victoire du cœur sur la tête. On continue avec notre troisième partie, miroir du réel. Que se passe-t-il au milieu du XIXe siècle? En 1848, de nouveaux espoirs de révolution se terminent en une immense désillusion. Et là, le balancier va violemment quitter les petits nuages romantiques pour s'écraser sur le béton de la réalité. C'est l'ère de la révolution industrielle. Les villes explosent, les usines poussent partout, et une nouvelle classe sociale, souvent très pauvre, fait son apparition, les ouvriers. En même temps, Charles Darwin sort ses théories sur l'évolution, et la médecine fait des pas de géant. Et c'est là qu'intervient un mot de vocabulaire absolument crucial à retenir pour vos cours, le déterminisme. Face à toutes ces découvertes scientifiques, les auteurs de l'époque, qu'on appelle les naturalistes, se disent que l'être humain n'est pas si libre que ça. En fait, nos choix seraient dictés par deux choses. Notre milieu social, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on grandit, et notre hérédité, donc notre génétique. C'est une vision extrêmement scientifique de l'humain. Du coup, parlons des vrais poids lourds de l'époque. Ces écrivains ne veulent plus du tout parler de petits oiseaux ou d'amour idéal. Ils deviennent de véritables scientifiques de la littérature. Balzac, par exemple, se balade avec un miroir imaginaire pour refléter la société tout entière. Flaubert, lui, nous montre la réalité la plus banale et la tragédie de l'ennui. Quant à Zola, avec le naturalisme, il utilise le roman presque comme un microscope de laboratoire pour étudier la classe ouvrière et dénoncer la misère sociale de son temps.
On attaque le XXe siècle. 4e partie, rêve et absurde. Là, le contexte mondial devient vraiment terrible. Des millions de personnes meurent dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite viennent les horreurs absolues de la Seconde Guerre, les génocides, la bombe atomique. En parallèle de tout ça, Sigmund Freud découvre l'inconscient. Tout ça prouve aux intellectuels que la raison, la fameuse science et la logique sur lesquelles la société s'appuyait ont fait complètement faillite. Ces immenses traumatismes vont littéralement briser l'idée qu'on vit dans un monde logique et rassurant. Face à ce chaos monumental, la littérature part dans deux directions opposées, très différentes du réalisme d'avant. D'un côté, on a les surréalistes. Eux, ils choisissent la fuite. Ils explorent la magie des rêves, le pouvoir de l'inconscient, parfois même en écrivant de manière totalement automatique, sans réfléchir. De l'autre côté, les existentialistes et les auteurs de l'absurde font l'inverse. Ils décident de regarder ce monde chaotique, vide de sens, droit dans les yeux. Cette phrase de Jean-Paul Sartre, c'est un peu le slogan ultime de l'existentialisme. L'existence précède l'essence. Pour dire ça simplement, ça signifie qu'on atterrit tous sur cette terre sans aucun scénario préétabli, sans destin, et sans qu'un Dieu n'ait décidé de notre rôle à l'avance. Ça donne un peu le vertige, non ? Ça veut dire qu'on est radicalement libre, mais aussi qu'on est condamné à donner nous-mêmes un sens à notre vie par nos propres actions. C'est fascinant de voir comment ces génies ont fait de l'art une vraie arme de survie psychologique. André Breton utilise le surréalisme pour tenter de réenchanter la vie grâce à l'inconscient. Albert Camus, lui, met en scène des personnages qui sont complètement paumés dans un monde qui s'en fiche d'eux. Et Eugène Ionesco, au théâtre, s'amuse à montrer que même le langage, même nos conversations de tous les jours, n'ont plus aucune logique. La littérature devient la seule façon de tenir debout dans un monde incompréhensible. Et nous voici à notre 5e et dernière partie, Identité modernes. Après 1945, le monde se reconstruit doucement. Les vieux empires coloniaux tombent un par un avec la décolonisation, et de nouvelles nations prennent enfin la parole. Et puis, on arrive à notre époque, une société de consommation hyper mondialisée et ultra connectée. Tous ces bouleversements poussent les écrivains à se poser des questions totalement inédites sur qui ils sont vraiment. Aujourd'hui, le balancier oscille vers l'intérieur, vers une grande introspection personnelle, tout en gardant un œil grand ouvert sur le reste du monde. La littérature contemporaine, elle s'assoit un peu sur les vieilles règles. Le grand truc aujourd'hui, c'est l'autofiction. Les auteurs parlent de leur propre vie en mélangeant la réalité et le roman. C'est une immense quête d'identité. Et ce qui est génial, c'est que la littérature francophone actuelle donne une voix ultra puissante à des gens qui étaient complètement ignorés avant, pour parler de mémoire historique, des vraies différences de classe sociale ou de ce que ça fait de vivre dans une société multiculturelle. On a des auteurs actuels absolument incroyables pour illustrer ça. Annie Ernaux, par exemple, qui mène de vraies enquêtes sur ses origines sociales et familiales. Kamel Daoud, qui écrit depuis l'Algérie pour faire une sorte de réponse historique au célèbre roman de Camus. Ou encore Gaël Faye, qui se sert de sa propre histoire entre la France et le Rwanda pour nous parler de la mémoire et de la guerre civile. En fait, ils utilisent tous leur histoire intime comme un pont pour nous aider à digérer la grande histoire. Alors, s'il y a un point crucial à retenir de toute cette présentation pour vos cours de français, c'est ce fameux cycle du balancier. L'art ne vit jamais dans sa petite bulle. Un gros événement historique se produit, ça bouleverse la philosophie et la mentalité d'une époque. Du coup, les écrivains se rebellent contre les anciennes façons de faire qui sont devenues obsolètes, et bam, ça crée un tout nouveau mouvement littéraire. C'est une boucle perpétuelle d'action et de réaction. Pour conclure, je vous laisse avec cette petite réflexion. Si nous sommes vraiment libres de construire notre propre avenir, comme le pensait Sartre, et si on sait que la littérature est toujours le miroir du monde qui l'entoure, face aux défis gigantesques d'aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, l'omniprésence des réseaux sociaux ou encore les crises écologiques, comment pensez-vous que le balancier va réagir demain ? À vous d'ouvrir l'œil et de regarder les livres, les films et les séries autour de vous avec ce nouvel esprit critique. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration de notre histoire littéraire.